Alors, merci à vous d'être venus pour cette conférence un peu particulière, parce que c'est une conférence inter-cercle thématique. Est-ce que certains d'entre vous ne sont pas shifters? Ok, d'accord. Donc c'est une conférence doublement particulière, parce que c'est une conférence majoritairement pas shifter. Très bien. Eh bien, soyez les bienvenus. J'espère qu'à l'issue des univers shiftés, vous ferez tous partie de la grande famille des shifters. Je vais donc commencer par vous expliquer assez brièvement ce que c'est que les cercles thématiques chez les shifters, pour que vous puissiez comprendre un peu à quoi correspond notre initiative. Donc, je vais d'abord présenter les participants. Donc, je remercie Emmanuel du CT Santé, Hélène du CT Immobilier et Urbanisme, Théo du CT Finance, et Sophie qui représente Robert qui n'est pas parmi nous pour le CT Bois et Forêt, et je suis Sandrine du CT Droit. Les shifters ont un certain nombre de cercles thématiques qui ont vocation à réunir des bénévoles qui ont des compétences ou des appétences pour des sujets particuliers. Donc on a par exemple l'exemple d'Emmanuel qui est médecin et qui fait partie du CT Santé. Et un des CT qui fonctionne le mieux chez les shifters, c'est le CT Finance, représenté par Théo aujourd'hui. Donc on n'est pas obligé quand on est shifter de faire partie d'un cercle thématique, mais quand on a justement une appétence pour un sujet en particulier et qu'on a envie de bosser sur des sujets transversaux avec toute la France et même à l'international, c'est quand même plutôt sympa. Donc les cercles thématiques, c'est une aventure assez inclusive parce que finalement, on y rencontre plein de gens qui ont des compétences diverses. On y traite plein de sujets, donc on est missionné pour bosser sur des sujets très transversaux. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous avons ensemble choisi un sujet qui puisse concerner toutes nos compétences réunies. Donc on a pas mal hésité, il y a eu plusieurs propositions, et finalement on s'est arrêté sur la question de la rénovation énergétique, parce que qu'on soit dans le secteur de la finance, du droit, de la santé, du bois et forêt, donc des ressources, ou de l'immobilier et de l'urbanisme, on est tous capables d'apporter une petite expertise, et donc on est tous capables de vous proposer quelque chose. Est-ce que jusqu'ici c'est clair pour les cercles thématiques ? Voilà, donc sachez que quand vous arrivez chez les shifters, les cercles thématiques vous tendent les bras. Il y a toujours des super initiatives et des super projets sur lesquels travailler. Donc c'est vraiment une belle porte d'entrée. Alors moi, je suis à la coordination des cercles thématiques. On a un stand, donc après l'atelier, vous pourrez dans le foyer venir, où on a le descriptif de tous les cercles thématiques. Il y en a 9 actuellement créés, il y en a au moins une dizaine en cours, comme l'eau, l'éducation. Et donc, il y a d'autres cercles thématiques. Je fais un peu de la pub, là, hein, d'accord ? Mais c'est bien parce que... Merci, hein, tu me permets de... Donc, il y a la culture, il y a le droit, il y a la RSE, il y a bois et forêt, sport, océan, numérique... Voilà, il y a beaucoup santé qui est présent, donc il y a beaucoup de cercles thématiques qui regroupent des professionnels et non professionnels. C'est la richesse de ces lieux, espaces d'échange entre professionnels et non professionnels. Donc, si après vous avez envie d'avoir d'autres informations sur les cercles thématiques, on est présent avec un stand et venez nous voir. Merci. Notez aussi que, comme l'a souligné Sophie, on n'a pas besoin d'être un pro dans son secteur pour intégrer un cercle thématique. Donc, il n'y a pas besoin d'être sportif professionnel pour intégrer le CT Sport. Et toutes les personnes qui sont au CT Finance ne travaillent pas dans la finance. Voilà, donc si c'est un sujet qui vous plaît, que vous avez envie de bosser dessus et que pour vous, il y a un lien avec la décarbonation, faut y aller. Et puis, vous avez le droit de tenter et de changer. Alors, ce sont plutôt mes camarades que moi qui sont à l'honneur parce que l'initiative, c'était de faire travailler les cercles thématiques ensemble. Et donc, c'était un challenge, mais c'était aussi une aventure humaine et un peu un rush aussi, au vu de l'organisation qui est toujours un peu sportive pour les univers shiftés. Donc, moi, je vais vous présenter quand même quelques éléments pour la partie CT droit sur la rénovation énergétique et les propriétaires bailleurs. Vous verrez que ce sera relativement succinct. Je n'ai pas vocation à faire un cours de droit. Et je laisserai ensuite mes camarades vous développer leur partie. Alors, sur la partie juridique, je voudrais juste vous rappeler que la loi climat et résilience d'août 2021 a posé la fameuse interdiction de la location des passoires énergétiques. Donc ça y est, le coup de feu est lancé. Donc sachez qu'à partir de 2025, s'il y a des propriétaires parmi vous, vous ne pourrez plus louer vos logements s'ils sont classés G.
Et ensuite, comme vous le voyez, 2034, plus de logements classés F ni de logements classés E qui pourront être loués. Dès 2023, donc ça y est, c'est lancé, il y a un gel du loyer des passoires énergétiques. Donc si vous avez des baux qui sont renouvelés, des baux d'habitation renouvelés, ça va devenir compliqué pour vous. Donc plus d'augmentation des loyers. Vous avez l'obligation de réaliser un audit énergétique si vous voulez vendre votre bien. Donc c'était déjà en cours si vous étiez F ou G. Et ça arrive très vite si vous avez un logement E. Donc juste pour faire une petite aparté, qui de l'œuf ou la poule, c'est toujours un peu la question sur la partie juridique. Est-ce qu'il faut d'abord poser des normes qui sont contraignantes pour permettre de faire avancer les choses, ou est-ce qu'au contraire, on se retrouve dans des calendriers tellement précipités que ça devient compliqué pour les propriétaires de s'adapter? Voilà. A priori, on n'a pas choisi en termes de stratégie parce qu'on en est toujours à faire des lois d'abord et à voir si ça passe. En tout cas, sachez que pour les bailleurs sociaux, par exemple, le chiffre qui a circulé, c'est qu'il y en aurait à peu près pour 100 milliards d'euros d'investissement sur une quinzaine d'années. Donc, autant dire que la course à la rénovation énergétique va être effrénée et que pour un certain nombre de propriétaires, et là je vais viser les particuliers, ça va être assez compliqué. Deuxième élément, en droit français, il existe une notion qui s'appelle le logement décent et qui permet à chacun d'habiter dans un logement qui ne soit pas un taudis. Et donc dans ce logement décent, avant, il y avait 4 critères. Dans ces 4 critères, on avait une surface minimale, l'absence de nuisibles ou de parasites, et l'absence de risque pour la santé et la sécurité de vos locataires. Désormais, on a un nouveau critère depuis le 1er janvier 2023. C'est que votre logement doit avoir une consommation énergétique exprimée en énergie finale inférieure à 450 kWh. Voilà, donc nouveau critère. Et ça, quand on a une passoire énergétique, ça devient vite compliqué. Que se passe-t-il pour vous, chers propriétaires, si vous ne rénovez pas vos logements? Eh bien là, sachez que vous pouvez être contraint en justice à faire des travaux. Donc ça, c'est un petit peu embêtant parce que quand les travaux coûtent cher et que vous n'avez pas anticipé, vous vous retrouvez quand même un petit peu marron. Vous pouvez vous voir imposer une réduction de loyer, voire même payer des dommages et intérêts à votre locataire. Voilà. Je précise que sur cette conférence, on va parler à la fois de la partie logement et à la fois de la partie tertiaire sur la rénovation énergétique. Moi, je me suis concentrée sur cet aspect logement parce qu'aujourd'hui, j'ai une assemblée de particuliers, donc j'imagine que parmi vous, il y a des propriétaires bailleurs. Donc je vous passe le message. Mais je vais passer la parole à mes camarades et vous verrez que nous allons traiter d'autres sujets. Merci beaucoup. Donc moi je m'appelle Emmanuel Proton, je suis médecin généraliste à côté de Bordeaux et donc je vais vous parler des enjeux de santé liés à la précarité énergétique. Comment je fais pour passer les slides? Tais-toi, super. Donc pourquoi parler de santé dans une session sur la rénovation énergétique? Parce que y a des enjeux de santé qui sont liés au logement. Le logement, ça fait partie de ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Il y a beaucoup de choses qui déterminent la santé, la génétique, le hasard aussi, mais il y a aussi des déterminants sociaux. Et parmi ces déterminants sociaux, il y a effectivement les revenus, l'accès aux soins, etc. Et donc il y a l'accès au logement et à un logement décent. Et pourquoi? Parce que une mauvaise isolation lors des vagues de froid, on peut utiliser des réchauds qui peuvent provoquer des intoxications au monoxyde de carbone. Il y a aussi un risque cardiovasculaire. Ça a été prouvé au Royaume-Uni que lors des vagues de froid, il y avait un risque, il y avait plus de décès cardiovasculaires qui étaient augmentés dans les 15% de foyers qui étaient les plus précaires. Et puis, la mauvaise isolation lors des vagues de chaleur, ça augmente le risque cardiovasculaire. On a un pic de mortalité cardiovasculaire. Et puis, surtout chez les personnes âgées, ça a provoqué une déshydratation, puisque les personnes âgées sont moins sensibles à l'envie de soif, donc il faut les inciter à boire. Ça va augmenter les coups de chaleur, ça va augmenter l'hyperthermie, et donc avec tout ça, la morbidité et la mortalité. Et puis des impacts sur la santé mentale, puisque lors des vagues de chaleur, on a aussi une augmentation des passages dans les urgences psychiatriques, par exemple.
La mauvaise ventilation aussi, c'est un peu transverse à tous ces enjeux. Forcément, s'il y a une moins bonne ventilation et qu'il y a une accumulation de monoxyde de carbone, ça va moins s'évacuer. Une mauvaise ventilation lors des vagues de chaleur, ça va aggraver les conséquences liées à la chaleur et aussi liées à la santé mentale. Et puis aussi, quand on le sait tous, quand il y a des logements qui sont humides, mal ventilés, il y a des moisissures qui peuvent s'accumuler. Et donc ça a des conséquences en termes d'allergie, de rhinite, d'asthme. Il y a aussi la pollution de l'air à l'extérieur et aussi de l'air intérieur qui va provoquer des allergies, des rhinites, de l'asthme et des bronchites chroniques. Et puis la promiscuité, donc les logements qui sont suroccupés, ça a des impacts sur la santé mentale, mais aussi sur les maladies infectieuses. On l'a vu avec l'épidémie de Covid, où c'était les foyers où il y avait le plus de promiscuité, où il y avait le plus de précarité, où il y avait plus d'épidémies de Covid qui étaient dans ces foyers-là. Donc c'est pas à vous que je vais apprendre les conséquences du changement climatique. On sait qu'avec le changement climatique, il y a une augmentation de la fréquence des canicules et aussi de l'intensité des vagues de chaleur. Et donc à droite, on a l'évolution des passés jusqu'à aujourd'hui, des personnes qui ont été exposées à des vagues de chaleur de plus de 65 ans. Donc c'est en termes de millions de personnes multiplié par le nombre de jours auxquels elles ont été exposées à des vagues de chaleur. Et on voit qu'on a déjà une augmentation qui s'observe depuis le début des années 2000. Et une fois n'est pas coutume, ça touche plus les pays à haut revenu que les pays à faible revenu, puisqu'il y a plus de personnes âgées chez nous. Et donc on est particulièrement sensible à cet impact. Alors, comment on fait pour s'adapter? Donc, on a vu par le passé que sans adaptation, la canicule provoque une surmortalité. La canicule de 2003, on ne savait même pas ce que c'était une canicule. Et donc ici, en gris, vous avez la courbe de mortalité de l'année 2003, avec un pic très élevé sur les quelques jours de canicule qu'on a eu en 2003, avec 15 200 décès au total. Et aujourd'hui, en 2022, l'été dernier, qui a été finalement assez comparable à celui de 2003, on a beaucoup moins de décès. Pourquoi? Parce qu'on a des campagnes d'information, parce qu'on a installé la climatisation dans toutes les EHPAD, et que peut-être qu'on prend un petit peu plus soin de nos aînés. Peut-être que l'épidémie de Covid aussi a fait mourir les personnes les plus fragiles, malheureusement. Mais il y a beaucoup de facteurs, mais en tout cas, on voit qu'aujourd'hui, il y a moins de mortalité liée à ces canicules parce qu'on s'adapte. Comment faire pour s'adapter? Donc, la climatisation, c'est la réponse qui vient en premier. C'est vrai que la climatisation, c'est prouvé que ça sauve des vies dans les EHPAD, mais il y a des effets secondaires. La climatisation, c'est responsable de 0,9 gigatonnes d'émissions de CO2 par an dans le monde et 24 000 décès qui sont attribuables aux pollutions de particules fines associées à la climatisation, surtout dans les pays où on utilise de l'électricité à base de charbon. Et puis ça a d'autres effets secondaires sur nos villes avec la chaleur qui est de l'intérieur qui est repoussée vers l'extérieur, et donc ça augmente les îlots de chaleur aussi dans les villes. Alors quelles sont les alternatives? Alors il y a des alternatives au niveau du bâtiment. Je ne sais pas moi le spécialiste, mais on va peut-être en parler plus tard. La végétalisation des villes, l'isolation des bâtiments évidemment, des toits réfléchissants, des stores de fenêtres. Et puis au niveau individuel, qu'est-ce qu'on peut faire? Installer des ventilateurs déjà. Ça permet de diminuer la température ressentie de 3 à 4 degrés. C'est efficace jusqu'à 38 à 40 degrés de température extérieure. Au-delà, c'est pas efficace, ça peut même être délétère, il vaut mieux l'éviter. Parce que si on brasse de l'air chaud à une température qui est supérieure que la température du corps,
ça va aggraver la sensation de chaleur. Les rafraîchisseurs à évaporation, ça permet de diminuer de façon significative la chaleur dans la pièce, et ça consomme 2 à 5 fois moins d'énergie qu'un climatiseur. Ça marche, mais à éviter dans des milieux humides parce que c'est moins efficace dans ces milieux-là. Et puis les solutions de bon sens, mais qu'il faut rappeler: se mouiller le corps, se mouiller les habits, plonger ses pieds et ses bras dans l'eau froide. Tout ça, ça diminue aussi la mortalité dans les EHPAD et puis dans la population générale. Alors, juste un petit élément, si jamais vous avez des questions au milieu, il ne faut pas hésiter à les poser, parce qu'on n'est pas beaucoup dans la salle, donc c'est le bon format pour être interactif. Voilà, donc n'hésitez pas à lever la main si jamais vous avez envie de réagir ou de poser des questions. Vous avez des questions déjà sur les enjeux de santé? Est-ce que vous aviez des questions? Oui. Pas du tout. Ce qui n'est pas toujours le cas, c'est facile de ventiler dans les... Oui, la ventilation, c'est effectivement très important, ne serait-ce que pour les maladies infectieuses, bien sûr. Bonjour à tous, je m'appelle Hélène Billon-Grand, je suis ingénieure en performance énergétique et je travaille dans la rénovation énergétique depuis une dizaine d'années environ. Je fais partie du cercle thématique urbanisme et immobilier et je vais vous présenter les chiffres, on va dire, globaux de la rénovation énergétique. Donc si on se base sur les émissions de gaz à effet de serre de 2019, le bâtiment de manière générale représente un quart, donc environ 151 millions d'équivalents tonnes CO2. Et si on zoome un peu plus sur donc les émissions de ce qu'on appelle le secteur du bâtiment en France, on a évidemment une part qui est liée à la construction et la rénovation et une autre part qui est liée à l'exploitation des bâtiments. Évidemment, les deux sont fortement liés, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a à peu près un quart de ces 151 millions de tonnes CO2 équivalents qui sont liés à l'exploitation. Donc l'exploitation des bâtiments, c'est beaucoup le chauffage, la climatisation, la production d'eau chaude, l'éclairage, la ventilation et d'autres usages un peu moindres en termes de quantité. Souvent, actuellement, on entend beaucoup de choses sur la construction neuve, mais il faut bien garder en tête qu'il y a des gros enjeux sur la réhabilitation et surtout l'exploitation. C'est-à-dire une fois que le bâtiment est construit ou rénové, il faut quand même veiller à ce que les émissions baissent effectivement. Donc vous n'êtes pas sans savoir que la rénovation énergétique, ça a commencé il y a un certain nombre d'années, ça a beaucoup été boosté par... j'ai oublié le terme, c'est pas grave, vers 2008. Et donc, entre 2017 et 2022, on observe qu'on a à peu près une baisse de 3 millions de tonnes équivalent CO2 par an. Et pour tenir les engagements de 2050 dont vous avez tous entendu parler, il faudrait accélérer donc la rénovation afin de baisser ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, on a défini au niveau européen et au niveau français un certain nombre d'objectifs. Donc on a un objectif 2050 dont vous avez certainement tous entendu parler, qui est l'objectif de neutralité carbone en 2050. Donc ça veut dire 0 émission de CO2 équivalent pour l'ensemble du parc immobilier en France. Donc l'idée, c'est donc de passer de 75 millions de tonnes CO2 à 30. Donc vous voyez, ça fait un gros effort, parce que ça fait 55% de baisse. Excusez-moi. Parmi cet objectif de 2050, il y a un premier objectif qui est de baisser de 55% d'ici 2030, donc d'ici 7 ans. Et c'est ça le chiffre de 75 qui passe à 30. Je rappelle, j'apprends à ceux qui ne le savent pas encore, que 80% des bâtiments de 2050 existent déjà, d'où cet aspect de ce que je vous disais précédemment. Et
Donc, parmi l'ensemble du parc, il y a deux catégories. Il y a la catégorie résidentielle, habitat, logement, et il y a la catégorie tertiaire, bureau, école, etc. Donc, je vais commencer par vous parler du parc résidentiel, qui est multiple, comme vous pouvez le voir sur les quelques photos que j'ai mis, mais qui comprend 37 millions de logements, et parmi ces 37 millions, il y en a 15,6 millions qui sont des maisons individuelles. Donc il y a un gros effort à engager sur la rénovation des maisons individuelles. Et après, on a d'autres catégories, évidemment les copropriétés, qui, elles, représentent à peu près 9,3 millions. Tout ce qui est logement social, qui représente 5,1 millions. Et après, on a, comme vous le savez aussi, on est le pays où il y a le plus de résidences secondaires. Donc on a des résidences secondaires et des logements vacants, bien sûr. Et donc parmi tout ça, comme le disait tout à l'heure Sandrine, on a à peu près 18 à 20%, selon qu'on prend en compte ou pas les résidences secondaires, de logements qui sont des passoires thermiques. Donc ça représente 5,4 millions de logements à rénover. Et ça représente, donc je vous disais, la différence entre le résidentiel et le tertiaire. Le résidentiel, c'est 64%, donc c'est 2/3 des émissions du secteur du bâtiment. Donc petit focus assez rapide avec ce graphique. Donc les objectifs 2050, c'est donc de passer du niveau de consommation de 2015 qui est à peu près à 500 000 térawattheures à 300. Donc là, cette fois, c'est des chiffres en kilowattheures. Faites attention, c'est un peu différent des chiffres en émissions de gaz à effet de serre. Et donc tout ça est inclus dans la stratégie nationale bas carbone. Donc c'est le trait que vous avez sur le graphique. Ensuite, la deuxième catégorie, donc c'est le parc tertiaire. Le parc tertiaire, ça représente 1000 millions de mètres carrés. Ça représente 36% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, du coup, à l'inverse du logement, là, on n'est que sur 1/3. Ça engage des acteurs différents. Donc, on a une équivalence entre le parc tertiaire public, à peu près, et le parc tertiaire privé. Donc, le privé est un parc très multiple. C'était un peu difficile de le détailler. Donc il y a des bureaux, des établissements, par exemple, scolaires privés. Il y a des hangars, tout un tas de choses qui sont liées aux activités des entreprises privées. Et dans le parc public, on a 4 grosses catégories. Le parc de l'État, le parc santé et action sociale, dont va vous reparler Emmanuel juste après. Et dans le parc des collectivités, on a une équivalence à peu près entre le parc collectivité scolaire, les écoles, les collèges et les lycées notamment, et tout ce qui est autre, les mairies, la caserne des pompiers, etc. Donc pour le tertiaire, on a un objectif qui est différent, qui s'appelle l'éco-énergie tertiaire ou le décret tertiaire. On entend assez souvent parler de ça quand on est dans le secteur de l'immobilier tertiaire. Et donc, il y a 2 objectifs. Le premier, de diminuer de 40% les consommations, donc c'est un objectif lié au kilowattheure, en 2030. Et un deuxième objectif, de diminuer de 60% les consommations d'ici 2050. Donc les acteurs du secteur sont très mobilisés sur ce sujet depuis quelques années, puisque cette loi vient d'entrer en vigueur. Et elle concerne, donc cet objectif de diminution de 40% en 2030 concerne 60% des bâtiments tertiaires, puisque ça concerne les bâtiments de plus de 1000 m². Donc on a aussi sur le tertiaire un certain nombre de bâtiments qui sont hors cette réglementation et pour lesquels il n'y a pas forcément encore des objectifs très précis. Du coup, si je vous détaille un peu plus les objectifs, tout en restant relativement généraliste, de rénovation énergétique, donc comme l'a dit le monsieur dans la salle, il faut effectivement viser des rénovations globales, ce qui permet à la fois d'inclure les enjeux d'isolation, les enjeux de ventilation associés aux problématiques qui peuvent être liées à trop d'isolation, et aux enjeux de décarbonation du chauffage notamment et de l'eau chaude dont je vais vous parler juste après. Donc la première chose, effectivement, si je fais un résumé, c'est de dire qu'il faut isoler massivement, mais il ne faut pas prendre cette phrase telle quelle, il faut bien faire des projets globaux qui englobent tous les lots qui concernent les bâtiments.
Donc vous avez peut-être entendu parler, là, très récemment, on a eu des annonces du gouvernement pour augmenter la décarbonation du bâtiment et notamment du chauffage, puisqu'on entend parler là, depuis la semaine dernière de l'interdiction des chaudières gaz et des chaudières fuel. Bon, les chaudières fuel, on entend cette interdiction depuis un peu plus longtemps, qui fait beaucoup de débats. Donc effectivement, à 2050, si vous regardez en détail les scénarios bas carbone, que ce soit de l'ADEME, que ce soit du Shift Project, que ce soit de Negawatt ou que ce soit même le scénario d'Engie qui est sorti cette semaine, vous avez très peu de gaz pour le logement. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'actuellement, la majorité des logements sont chauffés au gaz. D'où les débats actuels. Donc, ce qui est mis en avant, c'est de passer à des systèmes de production de chaleur décarbonés. Donc, si on est dans une situation idéale, les bâtiments ont besoin de très peu d'énergie pour se chauffer puisqu'ils sont isolés. Et donc, on les chauffe avec des systèmes de chaleur soit renouvelables, comme par exemple les réseaux de chaleur, soit pour d'autres cas avec des pompes à chaleur ou éventuellement avec du bois énergie, ou en tout cas des systèmes qui n'utilisent ni gaz ni fioul. Hop. Et donc la dernière étape, qui est un point de vigilance à bien garder en tête, c'est qu'une fois que vous avez fait votre isolation, bien mis en place votre ventilation, limité vos ponts thermiques, changé votre système de chauffage, donc on peut dire que vous avez fait une rénovation globale, mais il faut toujours rester vigilant au pilotage de votre bâtiment. Donc, souvent, ça peut être le pilotage de la chaudière, ça peut être le pilotage de la climatisation, ça peut aussi être le pilotage de votre production d'eau chaude. Parfois, c'est juste appuyer sur un bouton. Parfois, c'est un peu plus compliqué quand on est sur, je sais pas, Sciences Po Lille, c'est un peu plus compliqué à piloter. Donc, il faut tout un tas de bonnes pratiques pour avoir un usage sobre du bâtiment. Donc, c'est notamment lié aux campagnes dont vous avez pu entendre parler à l'automne, se chauffer à 19 degrés, se chauffer à 19 degrés, se chauffer à 19 degrés. Donc, 19 degrés, c'est la température réglementaire. Et la température réglementaire pour la climatisation, c'est 26 degrés. C'est-à-dire qu'on ne climatise pas tant qu'il ne fait pas plus de 26 degrés dans la pièce qu'on considère. Et vous avez tout un tas d'objets, de prestataires qui peuvent vous permettre de faire du pilotage de bâtiments plus précisément, de suivre la température qu'il fait chez vous. Effectivement, à titre personnel pour un logement, la première question à se poser, c'est quelle température il fait chez moi, à quelle température est mon eau chaude, et à partir de ça, vous pouvez avoir un comportement plus sobre. Voilà, je laisse la parole à Théo. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oui. Sur la diapo d'avant, sur les sources décarbonées pour le chauffage, vous parlez de l'interdiction chaudière-gaz. En habitat dense et ancien, typiquement centre-ville de Nantes, pompe à chaleur, on fait comment ? Du coup, c'est pour ça que j'ai proposé deux solutions. C'est qu'a priori, dans les villes, il y a des réseaux de chaleur, ou en tout cas, ils sont en un fort déploiement. Alors, je ne suis pas du tout originaire de Nantes, donc je ne peux pas du tout vous donner des informations là-dessus. Peut-être qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui le savent. Mais non. Donc, à Paris et à Lyon, si vous entendez parler des travaux, en ce moment, c'est très, très, très souvent parce qu'on met des tuyaux pour l'extension du réseau de chaleur. Les extensions de réseau de chaleur existants, par exemple à Paris et à Lyon, c'est vraiment un déploiement massif sur l'ensemble de la ville. Il y a des quartiers entiers qui sont en train d'être alimentés. Alors effectivement, si demain, le 20 juin, vous ne voulez plus vous chauffer au gaz, effectivement, je ne peux pas vous trouver de solution immédiate, mais sur les objectifs 2030 ou 2050, il y a un très grand nombre de logements qui vont pouvoir soit être raccordés au réseau de chaleur, soit être chauffés avec une pompe à chaleur. Et après, évidemment, il y a tout un cas de cas particuliers, les bâtiments qui sont en secteur préservé avec les architectes, avec Bâtiments de France. Évidemment, c'est un cas particulier. Là, notre présentation elle concerne l'ensemble de la France. Et il y a aussi d'ailleurs beaucoup de réseaux de chaleur qui se développent dans les villages. Est-ce que l'incitation est assez forte pour venir se raccorder ? Parce que c'est bien beau de le déployer, mais encore faut-il que les particuliers privés ou les sociétés, etc., viennent se raccorder et donc achètent des changeurs, achètent le système. Alors, il y a beaucoup de subventions actuellement sur le réseau de chaleur. Encore une fois, chaque ville a son système qui n'est pas forcément le même d'une ville à l'autre. Mais c'est extrêmement incitatif, d'autant plus si vous avez un prix du gaz élevé. Mais le gaz peut être décarboné, on y travaille.
Oui, alors on travaille aussi sur le gaz décarboné, mais y compris dans le scénario de Engie, on limite fortement l'usage du gaz pour le résidentiel notamment. Ça veut pas dire j'ai pas dit qu'en 2050 plus personne n'utilisait de gaz. J'ai dit que les objectifs c'était bien de diminuer drastiquement la part du gaz pour le chauffage des logements. Excusez-moi, ça répond pas à la question de monsieur. Pourquoi on supprime le gaz quand il est de plus en plus décarboné? Parce qu'actuellement, il n'y a pas une production de gaz vert à la hauteur du gaz qui est utilisé pour chauffer les logements. Aujourd'hui. Tout à fait. Les enjeux sont quand même. J'ai participé à la conférence du gaz l'hiver dernier. Il y a de forts enjeux sur la méthanisation, tout le monde se connaît ce terme. Et la pyrogasification, voilà, il y a quand même des gros enjeux sur le gaz. Et je pense que c'est peut-être préférable de garder ces chaudières gaz que de mettre une plaque en termes d'impact carbone. Alors, si je peux répondre à une partie de la question, en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus de pression sur les terres agricoles. On veut faire du gaz pour les voitures, on veut faire du biogaz pour les avions, on veut faire du biogaz pour le chauffage. Et on veut faire de l'agriculture bio qui demande aussi plus de terres. Donc, en fait, on a de plus en plus de pression sur le foncier. Et si on voulait faire du gaz pour tout, il nous faudrait 5 fois la France en terres agricoles. Donc, l'idée, c'est de... Pardon ? En plus. Donc on a un enjeu de limiter au maximum les usages du gaz à là où ça va être le plus compliqué. Il faut limiter, sauf un mix énergétique en France. C'est ça. Sinon, à Nantes, pour le chauffage, isoler d'abord. Sur des plusieurs jours chauffés. Voilà, c'est clair. Je vais juste compléter ce qu'a dit Théo. Il n'y a pas que la méthanisation agricole, il y a aussi la méthanisation territoriale qui est destinée à valoriser les bouts de stations d'épuration ou les biodéchets, donc qui viennent des industries agroalimentaires ou bien de vos cantines. Et un jour, si on arrive à faire de la collecte individuelle de vos maisons. En revanche, la production attendue de biogaz n'est effectivement pas destinée à couvrir les besoins en termes de chauffage des logements. Je voudrais compléter. Il y a des usages prioritaires pour le biogaz, qui sont les usages industriels, dans lesquels le méthane est utile pour ses propriétés chimiques, comme brûler, ou dans les transports. Donc, a fortiori, on ne peut pas l'utiliser pour le résidentiel, à sauf exception. Donc, le discours qu'il y a dit on pourrait utiliser le biogaz sur le bâtiment est inacceptable. Il n'est pas entendable si on veut essayer de suivre la stratégie SNCF. Excusez-moi, mais pourquoi le logement, c'est-à-dire que le poste le plus important pour l'habitant passe après deux autres? Parce qu'il y a des alternatives décarbonables dans ce secteur. Le deuxième point, c'est que, comme l'a dit le monsieur au fond à droite, c'est que si vous isolez votre bâtiment, votre besoin numéro 1, c'est l'eau chaude, pas le chauffage. C'est pour ça que dans la présentation, on vous a bien insisté, tout comme Emmanuel l'a fait aussi, sur l'aspect d'isolation. Et une fois que vous avez atteint un niveau qu'on appelle BBC rénovation pour votre rénovation énergétique, sauf cas particulier, encore une fois, secteur préservé, etc., sauvegardé, pardon, votre besoin, c'est l'eau chaude. Donc après, il se trouve qu'effectivement, les scénarios ont été très bien rappelés par le monsieur de gauche. Moi, j'avais une question Oui. sur l'installation de pompes à chaleur dans des habitats collectifs. C'est des installations individuelles, parce que chacun est responsable de son logement, où on trouve des situations où les copropriétaires refusent l'installation de pompes à chaleur par crainte des nuisances. Est-ce qu'il va y avoir une évolution de la législation en ce sens pour... Du coup, sur les pompes à chaleur en immeuble, déjà, si vous avez un système de chauffage collectif, c'est possible d'installer une pompe à chaleur collective. Apparemment, ce n'est pas votre cas. Effectivement, il y a des questions à se poser qui ne sont peut-être pas encore totalement définies, enfin, dont la réponse n'est pas totalement définie, sur le logement en chauffage individuel. Parce qu'en immeuble individuel, très souvent, vous êtes au gaz. Donc vous êtes totalement la cible de cette fameuse interdiction du gaz et nécessairement vous cherchez des solutions. Comme vous êtes une copropriété, c'est très difficile d'installer un système de chauffage collectif. Donc il faut trouver effectivement d'autres solutions. C'est là où je vous renvoie malheureusement encore d'abord sur les aspects d'isolation. Moi, la question est-ce qu'on peut envisager une évolution du droit, des lois, de la législation Connaissant... Les
Connaissant les aspects de préservation du patrimoine français et des aspects architecturaux, j'ai très peu d'espoir sur ce type de loi, mais c'est peut-être possible parfois que les blocs extérieurs ne se voient pas. Il existe d'autres matériels quand même qui évoluent au fur et à mesure. On pourrait nommer par exemple les ballons thermodynamiques, qui sont des objets qui se mettent à l'intérieur du logement et qui produisent l'eau chaude avec l'air extrait. Donc il faut aussi penser que ça va aussi bouger sur le plan technique. Et on n'est pas, heureusement, bloqué à la capacité aujourd'hui. Donc ce que crée, mon point de vue, ce que crée l'obligation de la norme, c'est l'effort industriel. Tout à fait. L'invention industrielle. On peut espérer que ça bouge de ce côté. Pour information, il y a beaucoup d'immeubles aujourd'hui qui sont alimentés par des pompes à chaleur collectives qui sont mises en toiture et donc qui permettent de réinjecter la question. Si je venais juste sur la question de la RCU, donc du chauffage urbain, si on veut l'appeler autrement, il ne suffit pas de se raccorder, il faut mettre des sous-stations. Et les sous-stations dans un collectif, ça pose la question juridique, c'est-à-dire où nous le mettons dans la division juridique du volume. Et ensuite, le centre-ville est encore très, très éloigné de cette question. Tous les territoires qui sont périphériques ou de la première couronne de la ville sont alimentés en RCU. C'est une obligation quasi systématique dans la ville contemporaine. Dans le centre-ville, c'est plus compliqué. Ça dépend des villes, quand même. Ça dépend des villes, mais c'est quand même compliqué. Est-ce qu'on prend une dernière question et après on... Juste une petite remarque. Mesdames, il est avéré que vous êtes moins enclines à oser poser des questions en public, alors que ces messieurs sont très à l'aise avec le sujet. Donc, pour certaines conférences, on avait pris l'habitude de faire une question. Est-ce qu'il y a une femme parmi vous qui voudrait prendre la parole et poser une question ? C'est pas obligatoire, hein, c'est juste que c'est pour que vous vous sentiez à l'aise de le faire. Ah, ça vous met encore plus mal à l'aise ? Ouais, dernière question. Ma question porte sur l'isolation. J'ai cru comprendre que quand même isoler du chaud et du froid c'est très différent et que les normes historiques se concentrent plus sur s'isoler en hiver, s'isoler du froid pour rester au chaud, ce qui fait qu'on a beaucoup de logements très récents qui deviennent des saunas l'été. En tout cas, bon, c'est un peu, alors je sais, déjà la première partie de la question c'est est-ce que ça c'est une idée reçue ou pas, mais j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui s'observe pas mal. Et du coup, est-ce que les normes sont en train d'évoluer pour prendre mieux en compte l'isolation l'été, pour pas qu'on finisse tous dans des saunas qu'on ne sont pas obligés d'installer des clim, et est-ce que ça veut dire qu'il va falloir réisoler des bâtiments qui ont été rénovés récemment, quoi ? Alors, du coup, c'est pas juste une vue de l'esprit. Vous avez totalement raison, puisque les réglementations thermiques en France ont été mises en place en 1974 suite au premier choc pétrolier. Donc, ça veut dire que tous les bâtiments qui ont été construits avant n'avaient pas d'isolant, sauf cas très exceptionnels. Depuis 1974, il y a eu 5 ou 6 évolutions de cette réglementation. Et les bâtiments les plus récents dans lesquels vous pouvez vivre ou être amené à aller sont des bâtiments qui ont été construits sur la réglementation qui s'appelle RT 2012. Depuis cette année, il y a une nouvelle réglementation qui s'appelle la RE 2020 qui est un peu différente. Donc cette réglementation thermique, son but c'était d'isoler les bâtiments, puisque au fur et à mesure entre 1974 et aujourd'hui, on a eu de plus en plus de critères pour de mieux en mieux isoler. Dans le logement, il se trouve que le fait d'isoler, notamment par l'extérieur, améliore le confort d'été par rapport à un bâtiment non isolé. Néanmoins, tout dépend du type d'isolant que vous mettez. Si votre bâtiment est isolé avec du polystyrène, ça va effectivement créer de manière plus importante cet effet sauna que si votre bâtiment est isolé avec de la laine de bois, par exemple. Donc ça, c'est le premier point. Sur le confort d'été, il y a des bâtiments pour lesquels on se pose ce genre de questions, c'est bâtiments tertiaires. C'est plutôt lié à la manière de faire du tertiaire, où souvent on fait des simulations thermiques dynamiques et il y a effectivement un nombre d'heures d'un confort d'été qui est calculé, et donc du coup on fait attention à ça. Et par exemple sur les bâtiments tertiaires, comme j'ai mis sur la photo les bâtiments de la Défense, ce qui fait maintenant c'est que parfois on ne met pas le même type de fenêtre au sud, au nord et à l'ouest par rapport aux critères du facteur solaire. Donc c'est la capacité de la fenêtre à transmettre la chaleur à l'intérieur du bâtiment.
Et la problématique qu'on a, c'est la problématique peut-être dont tout le monde s'est rendu compte l'été dernier, c'est la canicule. Parce que alors effectivement, souvent on entend, faut isoler. Bon, pour l'hiver, ça, personne ne se pose la question, mais ça améliore le confort d'été. Le fait, par exemple, de mettre de la laine de bois en isolation extérieure, ça améliore effectivement le confort d'été si on a un climat classique. C'est-à-dire si la journée il fait très chaud et la nuit, la température diminue. Vous savez tous, vous ouvrez vos fenêtres, etc. Le matin, vous avez cette sensation de fraîcheur et la température chez vous a effectivement diminué. Quand on est en situation de canicule, il n'y a plus l'amplitude entre le jour et la nuit est très faible. Donc en fait, vous vous retrouvez sous un climat soit équatorial, soit tropical. Pour ceux d'entre vous qui sont allés aux Antilles, en Guyane ou en Thaïlande, enfin dans n'importe quel pays tropical, les bâtiments ne sont pas isolés. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt à mettre autant d'argent et de matière sur les bâtiments. Donc effectivement, il faut prendre un peu cette notion d'isolation pour l'été avec des pincettes, parce qu'en cas de canicule, ça perd totalement son intérêt, voire dans certains cas, ça peut créer cet effet sauna si vous n'avez pas assez de ventilation ou de surventilation ou d'ouverture, ou que vous n'êtes pas sous les vents dominants qui font qu'il y a ce petit courant d'air, parce qu'effectivement, en cas de canicule, et comme vous avez pu le voir dans les pays tropicaux, on a des systèmes qui permettent de faire que l'air circule en permanence, qui améliore le confort de l'être humain. Si vous avez d'autres questions, je vous propose qu'on les garde pour la fin, s'il nous reste du temps, pour que tous les intervenants puissent vous faire une présentation. Et du coup, c'est à moi. Et donc, je viens de l'oublier pas. Allez-y, allez. Est-ce que ça vous ennuie si on garde la question pour la fin ? Ne faites pas de polémique, monsieur. Et donc, on vient de parler du secteur du bâtiment, du logement, du bâtiment tertiaire aussi. Et dans le secteur tertiaire, il y a le secteur de la santé. Donc, on a vu qu'il y avait une partie des bâtiments tertiaires qui étaient des bâtiments publics, et dans cette partie, il y avait une partie qui concernait la santé. Alors les bâtiments de la santé, c'est très très large. Il y a une partie, c'est les hôpitaux, avec en France des CHU qui ont été construits en gros tous dans les années 70, avec un plan massif d'investissement dans les hôpitaux à l'époque, qui date d'avant les premières réglementations thermiques, donc qui sont très mal isolés. Mais il n'y a pas que les hôpitaux, il y a aussi beaucoup de bâtiments des EHPAD, les EHPAD, les foyers d'hébergement pour personnes handicapées. Ça, c'est une grosse partie du parc qui concerne la santé. Et puis, on a les cabinets médicaux, par exemple le mien, dans lequel il y a des activités de soins et qui font partie de ce secteur de la santé. Et si on prend les choses à l'envers et qu'on regarde les émissions ici du secteur de la santé, on voit qu'il y a grosso modo la moitié qui vient des médicaments, on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc ça, c'est le rapport du Shift Project qui a fait une deuxième version de son rapport sur la santé au mois d'avril. On voit sur le scope 1 donc, les sources fixes de combustion, donc ça correspond à 9% des émissions du secteur de la santé. Dans le bâtiment, il y a une partie de la deuxième barre là, qui concerne les consommations, les fuites de gaz des climatiseurs. Et dans le scope 2, donc la troisième barre, on a la production d'électricité, donc qui correspond à seulement 2%, et donc qui correspond à une partie pour le bâtiment. Et puis on a l'autre encadré, c'est les immobilisations, donc c'est tout ce qui concerne la construction des bâtiments, et donc il y a des rénovations, il y a des nouveaux bâtiments qui se construisent en permanence, et donc c'est aussi comptabilisé dans ce secteur-là. Suivante. Ouais. Et donc le Shift a fait des recommandations dans son rapport pour diminuer les émissions liées à la santé, spécifiquement dans les bâtiments de santé. Et c'est probablement extrapolable aux autres bâtiments du secteur tertiaire. Massifier la rénovation thermique globale et performante des bâtiments hospitaliers et médico-sociaux. Passer systématiquement les systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude au gaz et au fioul à des sources d'énergie bas carbone. Donc là aussi, on sort du gaz.
favoriser la bioclimatisation des bâtiments, et donc c'est tout ce qu'on disait sur l'aération des bâtiments et l'usage de matériaux biosourcés dans les constructions neuves. On va parler du bois tout à l'heure. Organiser et promouvoir la sobriété énergétique des usages, évidemment, et recruter, former, faire appel aux compétences d'un référent énergie. Et donc tout ça, ça mène à 85% de baisse d'émissions liées aux bâtiments des secteurs de la santé dans les scénarios du GIEC, donc c'est assez considérable. Et donc moi, qu'est-ce que je peux faire en pratique dans mon cabinet? Il y a une étude qui a été faite en Suisse avec quelques éco-gestes du cabinet médical et donc une partie qui concerne les bâtiments. Diminuer le chauffage, la température de chauffage de 1 degré, ça permet déjà une épargne en francs suisses, puisque c'est des Suisses, mais en gros, un franc suisse égale à peu près plus ou moins 1 euro, donc ça permet une économie aussi d'argent et un gain carbone. Couper l'eau chaude des robinets, parce que on n'a pas forcément besoin dans tous les cabinets médicaux d'avoir de l'eau chaude. Ça permet aussi un gain carbone, mais finalement le plus gros gain, c'est de redimensionner la surface des cabinets à 60 mètres carrés par médecin, ce qui paraît beaucoup déjà, mais en fait ça compte toutes les surfaces communes qui sont partagées avec les autres médecins dans les cabinets de groupe. Et puis apparemment les Suisses ils utilisent beaucoup d'espace, et donc dans leur étude ils avaient 120 mètres carrés par médecin, ce qui est énorme. Donc probablement beaucoup de locaux qui sont inutilisés, et donc essayer de mieux occuper les espaces tout au long de la semaine, et puis s'il y a une absence, s'il y a des visites à domicile ou quoi, essayer de s'organiser entre collègues pour que ce ne soit pas chacun son cabinet, où on soit là qu'une partie de la semaine dans le cabinet, avec un gain carbone qui est assez considérable, comparé à éteindre l'appareil de radiographie qui permet une économie, mais de pas grand-chose. Et maintenant, on va passer à la finance. Comment on finance tout ça? Exactement. Est-ce que vous aviez des questions déjà spécifiquement sur les bâtiments tertiaires ou de santé? Peut-être une question sur ce qu'on a parlé de conflit d'usage par rapport au gaz. Quel conflit d'usage on peut commencer à intercepter par rapport aux matériaux, notamment quand on parle de laine de bois, c'est relativement biosourcé, on va dire, pas 100% biosourcé. Donc quels sont les conflits d'usage que l'on peut imaginer si on va vers une massification de ces actions? À un moment donné, qui aura le bois? Qui aura autre chose? Et du coup, on va peut-être attendre la présentation du bois qui va justement parler de ça. D'autres questions? Je vais faire un commentaire chez le collègue Emmanuel du CT Santé pour dire que ici, c'est vrai que c'est la rénovation énergétique, un énorme enjeu d'adaptation du bâtiment tertiaire, et en particulier les hôpitaux, les casernes de pompiers, etc. Et on a par exemple des recommandations de l'OMS qui sont sorties, donc il faut aussi que les architectes en parlent, parce qu'il faut que les vitres résistent à des vents de 175 km/h, il faut que les toits soient pas en blanc, il faut etc., pour être prêt aux catastrophes climatiques chez ces bâtiments comme les autres. Et je vais rajouter, moi je suis plutôt CT culture, donc côté culture, c'est le patrimoine. Donc c'est tout ce qui est monument historique, musée, où là on a un énorme chantier de rénovation énergétique, et on vient nous d'ouvrir des nouveaux musées, et on recherche des normes HQE et BREEAM pour diminuer tout ce qui est la consommation énergétique. Et puis dans les musées, donc on est plutôt très attentif, nous aussi, à la climatisation à cause des œuvres. Et donc on a des normes qui sont fixées par un organisme international qui s'appelle l'ICOM, qui nous fixe entre 19 et 21 degrés pour la conservation des œuvres. Et ça, on est en train de revoir au niveau international, parce que toutes ces œuvres, elles ont quand même un certain nombre de siècles. Vous imaginez bien que certaines... elles datent du 16e, 17e, 18e siècle. Elles n'avaient pas 19 entre 21. Voilà. Donc tout ça, c'est aussi un énorme chantier côté culture, monuments, préservation du patrimoine, préservation des collections qui est en cours et qui est en cours au ministère de la Culture et dans chaque établissement. Bon, du coup, maintenant, la grande question, comment on va financer tout ça?
Donc moi, je m'implique pas mal au cercle thématique finance, qu'on appelle le STIF, mais pour la petite histoire, je ne suis pas du tout financier, je suis ingénieur énergéticien de base. Simplement, mon postulat de départ, c'est que sans finance, on ne va pas réussir la transition, c'est un petit peu le nerf de la guerre, comme on dit. Et donc, de mon côté, aujourd'hui, je suis entrepreneur, fondateur de Positron Impact, une solution d'investissement en faveur des travaux de rénovation énergétique. Donc c'est pour ça aussi que je m'implique pas mal sur tous ces sujets. Bon, pour commencer, combien ça va coûter ? Eh bien, d'après ces chiffres de l'Institut Rousseau, la transition et la rénovation énergétique, particulièrement, ce sont des investissements à hauteur de 40,5 milliards d'euros par an qui sont nécessaires. Donc, sachant que le coût des travaux évolue avec le temps, c'est certainement un petit peu plus aujourd'hui. Mais avant de parler du financier, des chiffres, on va prendre un petit peu de recul. La finance, moi, je la divise, on va dire, en trois secteurs. On va voir la fiscalité, c'est comment on récupère l'argent pour le redistribuer, l'orienter vers les travaux de rénovation. Où est-ce qu'on prélève l'argent ? Ça, j'ai choisi de ne pas en parler dans cette présentation, puisque c'est compliqué, c'est des évolutions légales, etc. Après, on va voir le tiers financement. Quelles subventions on apporte pour inciter au passage à l'action ? Donc ça va être subvention publique, aide, etc. Et enfin, on va voir le tiers investissement, une notion qui se développe de plus en plus. C'est comment attirer de l'investissement privé, qu'il soit de la part d'investisseurs, d'entreprises de travaux, vers les travaux de rénovation. Donc comment une tierce personne peut apporter des capitaux pour démarrer les travaux. Déjà en termes de nombre de logements rénovés, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est un petit peu en dessous des objectifs fixés. Le Shift Project annonce un objectif assez rapide de 1 million de logements rénovés par an. La stratégie nationale bas carbone, sur la période actuelle, a fixé un objectif moins ambitieux déjà de 500 000 logements rénovés par an, dont 350 000 rénovations globales. C'est les rénovations globales qui sont vraiment importantes. Lors d'une annonce un petit peu mouvementée la semaine dernière, on a eu un objectif donné pour l'année 2024 de 200 000 rénovations globales. Et la réalité, aujourd'hui, avec les chiffres de l'ANA, c'est qu'on est à 66 000. Donc, quand on le fait à l'envers, ça fait un petit peu froid dans le dos. Pour accélérer tout ça, il va nous falloir des investissements massifs. Et en gros, aujourd'hui, si on a 18-19 milliards d'euros par an, il va falloir passer à 40 milliards d'euros par an. Là où j'aimerais attirer l'attention, c'est que quand on parle de rénovation, on pense tout de suite à nos logements, aux logements collectifs, aux maisons individuelles, mais on pense très rarement aux tertiaires, qui sont un petit peu les oubliés dans la bataille en ce moment, et qui représentent quand même, comme on peut le voir ici, un quart des investissements nécessaires. Côté subvention, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, en fait, c'est compliqué. On a des échelles différentes, on a tout un tas de subventions qui viennent de l'Union européenne, qui sont à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, ou même des programmes ponctuels. Tout ça, ça amène, j'ai mis quelques exemples ici, mais ça amène du flou au niveau du subventionnement, et que ce soit pour les entreprises, les collectivités ou les particuliers. En fait, on va avoir quelques points majeurs. Par exemple, le fait que les subventions sont en permanente évolution. D'une année à l'autre, ça ne va pas être les mêmes dispositifs, ça ne va pas être les mêmes montants, ça ne va pas être les mêmes critères. Donc c'est difficile de planifier dans le temps la rénovation de son patrimoine. Quand on a une maison, on peut le faire à l'instant T. Quand on a un patrimoine d'une collectivité avec 100, 200 bâtiments, ça demande de s'organiser à l'avance et c'est difficile quand le contexte est mouvant. Deuxièmement, la plupart des subventions aujourd'hui, notamment pour le tertiaire, ne sont pas sur des méthodes calculatoires. Je m'explique, le dispositif C2E, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est une méthode calculatoire pour obtenir ces aides. Quand on a de nombreux dispositifs, ça va être une fourchette du montant de l'investissement. On va être subventionné entre 10 et 40%, mais c'est qu'une fois qu'on aura lancé les travaux qu'on saura combien on va avoir de subventions. C'est difficile pour établir un budget, un plan de trésorerie à l'avance. Ensuite, on n'a pas assez d'incitation à la rénovation globale. La plupart des subventions qu'on accorde aujourd'hui, notamment pour les logements, c'est des subventions pour des opérations de rénovation par geste. On va en fait subventionner la rénovation d'une chaudière en fin de vie, chose qu'on aurait faite même sans stratégie de rénovation. C'est juste qu'elle allait rendre l'âme. Et enfin, les subventions ont un montant insuffisant aujourd'hui pour passer à l'action. On estime qu'il faudrait environ 50% de l'investissement total qui soit subventionné. Après, c'est une moyenne. Bien sûr, il faut plus d'aide pour les ménages, par exemple, les plus défavorisés, et moins d'aide pour les plus favorisés. Voici quelques chiffres dans le logement, par exemple, donc des chiffres de l'ANA
Ce qu'on voit ici, c'est que super, en 2022, on a eu 700 000 logements rénovés. Mais après, si vous repensez un petit peu à la slide juste avant, ça ne correspond pas. Et ce qui nous intéresse, c'est le chiffre qui est écrit en tout petit, celui qui est ici. Donc en fait, c'est 67 000 rénovations globales. Et là, d'un coup, c'est moins vendeur. Après, on a quand même une tendance en ce moment à la favorisation des opérations de rénovation globale. Là, j'ai mis 2 exemples. Ma prime rénov qui se transforme avec une nouvelle subvention, ma prime rénov sérénité qui vient s'ajouter au dispositif et qui permet d'augmenter les subventionnements si on vise une rénovation globale. Pareil avec le dispositif C2E, avec coup de pouce, rénovation performante, maison individuelle. Je vous parlais tout à l'heure de complexité. Là, typiquement, ce qu'on peut voir, c'est que la définition de rénovation globale, le seuil à atteindre en économie d'énergie n'est pas le même selon le dispositif. Il y en a un, on va viser 35% d'économie d'énergie, et dans l'autre, 55%. Bon, c'est pas hyper clair pour l'individu. La rénovation globale, enfin la rénovation tout court, c'est une histoire européenne. On en parle beaucoup en France, mais quand on regarde un petit peu, en fait, tout ce qu'on fait en France, ça découle de directives européennes. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. On peut directement se baser sur ce que font nos voisins européens, en bien ou en mal d'ailleurs. On a eu des très bons exemples et de très mauvais exemples. Je vais commencer par le bon exemple, qui est l'Allemagne. Donc en France, on a l'éco-prêt à taux zéro, donc un taux garanti par l'État. En Allemagne, ils avaient un dispositif pas identique, mais similaire, où on avait des taux très avantageux pour les opérations de rénovation énergétique. Donc en fait, c'était une grille, et plus on avait des taux, un objectif de réduction des consommations ambitieux, et plus les taux étaient avantageux, ce qui incitait directement à la rénovation globale. En plus, on avait un dispositif de contrôle, enfin c'était très bien expliqué, donc c'était un dispositif assez connu et très bien cadré, ce qui faisait qu'on n'avait pas de dérive, pas d'entreprise opportuniste, on va dire, pour profiter du système. Du coup, conclusion, quand nous on avait 36 000 logements rénovés grâce à de l'éco-prêt à taux zéro, en Allemagne ils étaient plutôt aux alentours de 270 000. Donc on a quand même des bonnes pratiques à aller chercher chez nos voisins. Et à l'inverse, je parlais de mauvais exemples, on a l'Italie qui a installé un super bonus où l'État s'engageait à rembourser 110% du montant des travaux de rénovation énergétique. C'est quand même assez intéressant. Conclusion, il y a plein d'entreprises opportunistes qui se sont créées pour se précipiter sur tout simplement cette manne financière. Et comme il n'y avait pas les dispositifs de contrôle suffisants derrière, ça a entraîné plein de travaux mal faits, plein de dégâts, de dangers, puisque ce n'étaient pas des gens spécialisés qui se lançaient là-dedans, et ils ont dû arrêter assez vite et recadrer le tout. Donc on a plein de bonnes idées pour accélérer la rénovation énergétique. Maintenant, il faut quand même penser à l'avance aux dérives que ça peut avoir. Côté collectivité, j'ai parlé du logement, maintenant on va parler un petit peu des collectivités. Il y a aussi des subventions, il y en a beaucoup. J'ai décidé ici de mettre que quelques exemples. On va dire que le premier recours, on va dire un petit peu le réflexe en collectivité, ce que j'ai pu constater, ça va être des SIL, DETR, dotation de soutien à l'investissement local ou dotation d'équipement des territoires ruraux. C'est des enveloppes annuelles et on se dit, ouais, génial, plus de 2 milliards d'euros par an de subventions. Alors déjà, quand on divise par le nombre de départements, ça fait à peu près entre 10 et 20 millions d'euros en général. Donc quand on a plein de collèges et de lycées à rénover, où chacun c'est 1 à plusieurs millions d'euros, ça ne fait pas beaucoup. Et ensuite, c'est des subventions qui vont en fait regrouper tout un tas de choses. On va avoir la rénovation énergétique, mais on va aussi avoir par exemple la réhabilitation. Ça ne va pas être que ça. Du coup, au final, on se rend compte que ce n'est pas si bien subventionné que ça. Et puis, au-delà du fait que les montants ne soient pas énormes aujourd'hui, on a aussi la complexité des dispositifs. Certains sont purement financiers et demandent des objectifs précis. D'autres sont plus sur l'accompagnement technique. On va avoir du subventionnement de l'ingénierie en amont des travaux, par exemple. Et d'autres, enfin, c'est des appels à projets. Par exemple, on a tout ce qui est le programme acté, avec des programmes qui ont toujours des noms d'arbres, par ailleurs, et qui viennent se positionner sur des mois précis. Donc c'est difficile de planifier quand on a 6 mois pour postuler et réaliser les travaux. Bon, donc s'il y a un enjeu aujourd'hui, c'est la clarté sur ces mécanismes. Voilà, c'est ce que je disais. Et en plus, on a des dispositifs qui vont se superposer et d'autres non. Donc on ne peut pas tout avoir à la fois. On parle beaucoup d'investissement, mais il faut aussi voir quand même que c'est pas que dans un sens. Il y a aussi des retombées positives quand même sur les investissements qu'on fait.
Bon, c'est pas facile à chiffrer, mais le Shift Project, par exemple, a estimé que rien que pour la rénovation énergétique, ça serait la création de 110 000 emplois. Sans parler de filières d'approvisionnement, par exemple, pour les matériaux d'isolation. Donc on a quand même pas mal de retombées, et même sur la santé, on n'en a pas parlé, et c'est un peu bizarre de dire ça, mais les problèmes de santé, ça a un coût, et le fait en fait, d'avoir un logement rénové, bah, c'est moins de problèmes de santé à long terme, et donc moins de dépenses publiques sur ces sujets-là. Donc on a quand même pas mal de retombées positives au-delà des investissements qui sont nécessaires. Dernier sujet sur lequel j'aimerais ouvrir l'attention, c'est le tiers investissement. Comment des investissements privés peuvent en fait aider à massifier la rénovation. On entend parler depuis plusieurs années de la part de France Stratégie d'opérateurs ensembliers. L'idée, c'est d'avoir un opérateur unique qui gère tout depuis l'audit énergétique, donc depuis l'amont, jusqu'à la réalisation des travaux, en passant par le financement, notamment avec une rémunération sur les économies sur facture d'énergie. C'est quelque chose qui devrait se développer dans les années à venir, à suivre. On a des appels à projets en cours, et ça permettrait notamment de simplifier la chose pour tout un chacun, notamment les entreprises. Dans la pratique, c'est que en fait, ces investissements demandent des durées longues pour la rentabilité, puisqu'on est quand même sur des investissements assez lourds. Aujourd'hui, on a deux organismes, enfin on a deux types d'entités qui font déjà ça, on va dire. On a les SEM, les sociétés d'économie mixte, vous avez une jolie carte juste là, qui financent quelques projets de rénovation énergétique en copropriété. Alors de ce que j'ai entendu, c'est des dispositifs juridiques assez lourds, mais ça permet quand même d'avoir cette notion de tiers investissement. Et enfin, on a ce que j'appelle les équipementiers. Ce sont des opérateurs qui vous financent l'installation d'une chaudière, par exemple, enfin d'un équipement physique, pas d'isolation, qui le mettent comme un service de leasing, de location, où vous êtes plus propriétaire de l'équipement, mais vous le louez pour le service. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, mais on a... Oui, effectivement. On a la coalition Unlock, dont le Shift Project est partenaire, et qui vise justement à attirer l'attention des pouvoirs publics sur le besoin d'augmenter, de massifier les investissements en faveur de la rénovation énergétique. Donc eux, ils sont axés sur le logement, pas sur le tertiaire, mais voilà, leur slogan, c'est « On a besoin de logements plus durables pour lutter contre la crise climatique et puis aussi pour la santé des citoyens ». Donc il y a une pétition en ce moment. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Est-ce qu'il y a des questions ? J'en ai une. C'est dans toutes les conférences qu'on a eues sur le sujet, c'est la première fois qu'il y en a une qui parle d'emploi. 180 000 emplois créés. Est-ce qu'on a le potentiel dans la population, un peu comme sur les médecins et numerus clausus ou autres, est-ce qu'on a des chances d'avoir suffisamment de personnes pour le faire ? C'est justement ce qu'on reproche en ce moment un petit peu aux politiques publiques, c'est qu'on parle beaucoup d'emplois créés et on ne met pas les écoles derrière qui vont. On annonce des chiffres, donc on parle de création d'emplois, mais il n'y a pas en ce moment, pas à ma connaissance du moins, de parcours de formation dédié. Donc c'est justement l'enjeu, il y a des entreprises qui se positionnent, il y a la Solive notamment, je sais pas si ça... Oui, il y a de plus en plus d'écoles de la rénovation énergétique. C'est vrai qu'il y a 3, 4, 5 ans, ça n'existait pas, où c'était vraiment des choses très spécifiques et très chères aussi. Du coup, ça se développe de plus en plus. Donc là, l'État est beaucoup parti sur développer des compétences. Mais la deuxième problématique, c'est qui a envie d'aller travailler dans la rénovation énergétique, parce que notamment, il y a besoin de mains. Donc c'est plutôt tout ce qui est artisan, ouvrier. Faut qu'il y ait plus de façadiers, de plombiers, d'étancheurs, de chauffagistes, etc. Et malheureusement, c'est le genre de métier actuellement qui attire très peu de personnes. Donc, il y a non seulement le fait de développer des écoles, mais ensuite, il faut un peu faire du marketing pour que vos enfants, vos petits-enfants ou vous-même alliez faire ces formations-là. Et là, cette partie-là, c'est pas du tout gagné. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ok, on va passer à la partie bois-forêt et je remercie Sophie de remplacer Robert. Donc Robert s'occupe du CT bois et forêt. Il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Si vous avez des questions sur cette partie-là, les participants feront le maximum pour y répondre, mais comme Robert n'est pas là et que c'est lui le connaisseur, il est possible qu'on soit un peu sec sur le sujet. Oui, alors c'est un tout neuf CT. D'ailleurs, on attend même la validation du CA, Valère. Merci. Voilà. Donc, je fais un petit rappel, comme ça.
Et donc, ce CT travaille sur la filière bois et forêt. Et donc, j'ai suivi les échanges et je ne suis que la médiatrice. Donc, pardon de ne pas pouvoir répondre à vos questions. J'espère qu'il n'y a pas des grands professionnels du CT Bois. S'il y en a, par contre, adhérez au CT Bois. On a besoin de force. Parce que pour le moment, on est plus d'une dizaine avec des gens de l'ONF, des gens de la filière meubles, etc. Donc, on a besoin d'avoir d'autres shifters et shifteuses qui viennent. Donc, l'identification de notre problématique sur le CT Bois, c'est la question avant tout du bois énergie, due à l'augmentation du prix des énergies, des aides publiques et à l'idée que nous considérons inexacte, qui considère le bois énergie neutre en carbone. Donc, on a plusieurs problématiques sur les forêts et sur le bois, des problématiques liées au dépérissement, liées aux insectes, à maladies, incendies, au stress hydrique, au manque d'eau, beaucoup, à la gestion aussi en monoculture des forêts, vous savez, notamment dans les Landes, où on a des forêts avec des pins, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très propice pour le développement des forêts et surtout pour la qualité des sols. Et au fait aussi que pendant plusieurs années, on a privilégié les mises à nu de sol après coupe rase et arrachage de souches. Donc on a comme ça, j'allais dire, rendu un sol beaucoup moins fertile. On a aussi une demande trop forte sur les résineux, parce que c'est plus facile, parce que leur maturité vient plus rapidement que les feuillus. Donc, et ça, c'est vraiment la politique qui a été menée depuis plus d'une quarantaine d'années par, notamment, il faut le dire, j'espère qu'il n'y a personne de l'ONF. Il y a quelqu'un de l'ONF? Non? Bon, ça va. Sous-exploitation de certaines essences de feuillus et disparition de petites scieries. C'est vrai que récemment, il y a eu un dossier très très complet dans Le Monde avec une interview de grands spécialistes de l'ONF qui reviennent complètement sur cette politique de monoculture avec on privilégie maintenant la diversification des essences, feuillus et résineux qui permettent comme ça d'avoir une meilleure qualité de la forêt et une meilleure surtout résistance de ces arbres en forêt. Alors, l'autre sujet, c'est la pression de l'exploitation, le morcellement des parcelles également, et les difficultés d'accès qui font la part belle au bois énergie et au détriment du bois d'œuvre. Donc, on a aussi un autre grand sujet qui fait l'objet de subventions de la part de la communauté européenne, qui est l'absence des haies. Et ça, c'est lié aussi au problème de l'agriculture intensive, qui a privilégié des très grandes étendues de champs, notamment champs céréaliers de toute nature, et qui a arasé complètement les haies, qui sont, elles, propices à limiter, j'allais dire, à la fois tout ce qui est nivellement en cas de pluie très importante sur les sols, et qui garantissent également une meilleure richesse des sols. Donc ça, c'est un sujet aussi que nous souhaitons traiter, et aussi une exploitation à usage court du bois pour l'emballage et le papier. Donc on est face à ces sujets-là sur le bois énergie, où on considère, nous, que la neutralité n'est pas équivalent à renouvelable. Notre question, c'est est-ce que il y a une neutralité carbone sur la filière bois-énergie? C'est la question que se pose vraiment ce CT-là. Donc, elle repose sur deux faits. Le CO2 émis lors de la combustion du bois est comptabilisé dans le secteur, alors là, c'est un truc hyper technique, excusez-moi, chers amis, UTCATF, bon, et non dans le secteur consommateur d'énergie. Et il s'agit d'une source renouvelable. Le carbone émis peut être recapté, effectivement. Donc le CT va travailler pour dégager une hiérarchie des usages et des ressources du bois énergie en vue d'identifier les limitations qui devront être faites. Vous voyez que le travail est quand même très important, d'autant qu'il n'y a pas de PTEF bois
Juste pour préciser, ceux qui sont peut-être pas professionnels du secteur, le bois énergie, c'est le chauffage au bois. Hein. Donc c'est les cheminées, les chaudières à granulés, etc. Merci. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas non plus d'études du côté du Shift Project. Donc, notre ambition, c'est aussi pouvoir commencer à travailler sur ce sujet pour pousser le Shift à travailler sur cette neutralité soi-disant carbone du bois. Bois, isolation des bâtiments, isolation, là tu vas peut-être pouvoir venir en backup de mon côté. Le bois est un matériau isolant qui n'a pas besoin de transformation gourmande dans les bâtiments. Il séquestre le carbone pour une très longue durée et il permet donc des émissions négatives. Il peut être utilisé pour l'isolation intérieure, montant en bois plutôt qu'en acier, etc. Malgré cela, il est très peu employé dans la rénovation énergétique. Est-ce que tu as un commentaire là-dessus ? Il est très peu utilisé, mais je pense il augmente par contre très fortement. Actuellement, la laine de bois est après au même prix que la laine de verre, ce qui est très nouveau par rapport aux années précédentes. Donc de plus en plus, notamment d'isolation avec du bois, se développe. Rénovation énergétique, les freins pour le bois. Donc l'industrie s'accommode mieux du PVC et de l'aluminium et rend ces matériaux plus compétitifs. Tu es d'accord là-dessus ? Avec la crise énergétique, les choses se sont un peu diversifiées, disons, comme je le disais avant. Pour les vrais artisans du bois, la qualification RGE est coûteuse et contraignante. Voilà. L'utilisation en circuit court est de plus en plus difficile. C'est vrai que quand vous commandez, j'en ai fait l'expérience récemment, des fenêtres en bois, vous pouvez mettre 6-9 mois à les attendre, alors que le PVC, on vous les refile en 2-3 mois sans problème. En conclusion, la marge de progression est grande, mais les mutations à faire sont nombreuses. Le bois le plus vert est celui qui est réutilisé. Avez-vous des questions ? Oui, alors j'oublie pas madame. Qui a une question. Oui. Donc, c'est plutôt à vous que je m'adresse. Le bois le plus vert et le bois réutilisé, justement, quel est l'effort national ou l'effort des entreprises de la construction pour, lorsqu'on rénove un bâtiment, et je pense aux bâtiments publics comme industriels, et des particuliers, pour faire de la récupération de matériaux de construction et tout ce qui est recyclage donc, de ces matériaux de construction qui aujourd'hui, pour la plupart, partent à l'incinération. Moins. PVC enfoui souvent. Ça reste encore très, très... voilà, je pense qu'il y a quand même une grosse marge de manœuvre, et notamment au niveau du bois, le désossage d'un bâtiment existant, hein, ça va de la porte aux huisseries, fenêtres, mais aussi le mobilier bois qu'il peut y avoir à des bâtiments publics. Il y a une évolution notamment dans tout ce qui est recyclage et notamment déchetterie. J'en ai fait aussi l'expérience il y a peu de temps, où tu as maintenant, ils ont j'allais dire, mis en place un recyclage beaucoup plus strict pour le bois. Donc, d'un côté, tu as le bois et puis tu as le bois ameublement stratifié qui ne fait plus partie de la filière bois. Donc, ils retraitent tout ce qui est bois, et par contre, tout ce qui est stratifié, etc., ne fait plus du tout partie du même recyclage. Donc, de ce côté-là, il y a vraiment une évolution qui est en cours, et on le voit vraiment, j'allais dire, dans les déchetteries actuellement, hein. Et à plus grande ampleur, il y a de plus en plus d'entreprises et de projets où on demande à ce qu'il y ait de la réutilisation. Donc c'est quand même assez récent, hein. C'est plus récent que le début de la rénovation énergétique. Je ne suis pas du tout spécialiste du secteur, donc je n'ai pas de chiffres, mais il y a peut-être des gens dans la salle qui en ont. Il y a un monsieur là-bas qui va vous répondre.
Oui, j'avais en tête, pendant que vous parliez, j'ai un projet qui me revient en tête où c'était une rénovation dans le logement social où les portes du bâtiment A avaient été gardées pour une rénovation après d'un autre bâtiment. Donc c'est typiquement ce genre de choses est assez facile, toujours mettre des guillemets, mais... Pas très fort, je crois. Voilà. Donc du coup, en ce qui me concerne, la société que j'avais fondée, malheureusement, est morte. On n'a pas réussi à développer donc, le système pour le rendre viable. Par la complexité donc, technique, justement, tout bête, mais des clous dans le système de transformation donc, de la biomasse en gaz. Donc ça nous a vraiment mis des grosses contraintes. Aujourd'hui, nos concurrents sont toujours également embêtés, donc il y a d'autres aspects. Et donc le bois B, aujourd'hui, il n'y a aucune voie de valorisation efficace. Il y a la Suède qui le fait, les pays du Nord, peut-être, je ne sais pas si c'est la Suède, mais dans certaines chaudières classiques. Donc nous, on était en pyrogasification, c'est une autre technique, c'est une technique qui fait du gaz à partir de bois. Donc en chaudière, on fait plutôt des réseaux de chaleur, voilà. Donc ça, aujourd'hui, il n'y a strictement rien qui est fait, ou on essaye de faire en tout cas, mais c'est très compliqué, justement parce que c'est les rejets derrière, avec les cols et tout ça qu'il faut traiter. Donc en chaudière, c'est très compliqué. En pyrogasification, justement, on pouvait avoir des effets plus de transformation plus intéressants et donc avoir une possibilité de le transformer. Donc là, la voie est en cours de développement, mais c'est très très compliqué, en sachant qu'en plus, je ne sais pas s'il y a des gens de l'ADEME, mais on n'a jamais été aidé par l'ADEME sur la pyrogasification en France, parce que il y a eu des grosses installations qui ont été là et qui ont malheureusement complexifié le système, et donc ça a montré que ça ne marchait pas, alors que sur les petites installs, c'est plus logique. Et donc, au final, on n'avait pas d'aide sur ce schéma-là. Je peux me permettre de donner un petit complément sur le bois de catégorie B. Il y a un usage quand même qui est fait, c'est de refaire avec du panneau particule. Voilà, pour refaire de l'agglo, ils utilisent du bois de catégorie B, mais c'est un usage léger par rapport au volume. Il faut venir au CT Bois, hein. Non mais franchement, hein. Et je vous attends au stand, hein. Merci. Première petite remarque, l'ENF ne gère que 25% de la forêt française, 75% c'est privé. Donc déjà, l'ENF, on les a quand même pas mal définancés, débudgétisés pendant des années. En plus, si on les accable sur ce que font les privés sur leurs parcelles, c'est pas gentil pour l'ENF. Alors pour donner quelques éléments positifs, y compris en tant que shifter. Alors déjà, il y a effectivement des nouveaux décrets qui sont sortis sur la responsabilité élargie du secteur du BTP sur les déchets. Donc ça montre que ça évolue un tout petit peu. Les producteurs aussi, les circuits se mettent en place. Et il y a aussi des petites choses qu'on arrive à faire en tant que shifter. On a réussi à faire passer un amendement, notamment pour... C'est moi ça ? Ouf ! Notamment pour sanctuariser davantage les zones humides. Alors, quand on parle de sécheresse, ça peut paraître bizarre, mais en fait, quand on regarde, la France est très, très, très humide. Et en fait, des petites lois méconnues font que si vous sanctuarisez une partie de territoire pour le bien-être de la nation,
tous ceux qui sont en amont, par exemple, du bassin versant, sont obligés de discuter avec l'administration publique. Ce qui permet justement, dans la partie forêt privée, ce qui permet dans d'autres domaines, de faire intervenir des comités régionaux. Le préfet est obligé de faire parler les gens, ce qui est quand même sympathique. Et en fait, on peut faire des choses superbes avec très peu de moyens. D'ailleurs, ils ne demandent pas beaucoup d'argent, ces gens-là. Ils disent ne nous donnez pas des budgets faramineux parce qu'on n'aurait pas les gens pour les appliquer. Donc, surtout, ne donnez pas trop d'argent. Je pense qu'il y a une réflexion systémique que la plupart des administrations n'ont pas. Nous, en tant que shifter, le fait de travailler dans des CT, merci Valère, le fait d'avoir des CT qui se parlent font qu'une filière BTP, une filière santé qui normalement ne se parlent pas du tout, sont plus proches et on arrive à trouver des idées géniales comme obliger les gens à se parler parce qu'on a fait acheter 1 hectare de littoral à une agence absolument inconnue du public, qui est le Conservatoire du littoral, par exemple. Et ça, c'est effectivement, ça a été un amendement à la loi de finances qui était porté par Jean-Marc Jancovici, mais qui était écrit par les shifters. Voilà, donc... Avez-vous d'autres questions? Oui, allez-y. Oui, neutralité et quel était l'autre terme? Neutralité carbone de la filière bois-énergie. C'est une question très complexe, je ne me souviens plus de tout, mais c'est une question très complexe. Et effectivement, le postulat selon lequel il y a neutralité carbone, question suivante, n'est plus à faire. Cependant, les arguments pour la filière bois-énergie sont nombreux, je ne vais pas tous les étaler. Le fait que, par exemple, ça apporte plus de travail que la filière gaz, par exemple, pour dire quelque chose, et que moi, j'ai eu la chance d'avoir des cours de bois-énergie, et la première diapo que nous a montré notre prof, c'était une chaise. Et le commentaire, c'était « on passe après ». Donc quand j'entends que le bois-énergie ferait souffrir le bois d'œuvre, c'est juste le contraire, quoi. C'est le bois-énergie qui valorise les déchets du bois d'œuvre qui font que le bois d'œuvre tient encore la route. Merci. Ouais. Merci. Avec la rénovation, il y a un risque d'effet rebond, comme dans n'importe quelle action, on va dire. Est-ce que vous savez aujourd'hui le chiffrer et le prendre en compte dans la planification et aussi dans le financement? Vous parlez de quel effet rebond? J'ai une passoire énergétique, je rénove mon logement, tout d'un coup, pour moins cher, je peux me chauffer mieux et être... Vous avez plus chaud, c'est ça? Voilà, exactement. C'est très difficile de chiffrer l'effet rebond parce qu'en fait, il y a très peu de données générales sur à quelle température sont chauffés les logements. Enfin, je ne vais parler que du chauffage. Cette année, tout le monde s'est posé la question de savoir s'il était à 19 degrés ou pas. Et parmi tout le monde qui s'est posé la question, tout le monde n'a pas mesuré la température qu'il fait chez lui. Du coup, comme certainement tous vous êtes quand même posé la question, vous devez avoir eu un certain nombre de personnes qui vous ont dit « Non, moi j'ai froid chaud, j'ai froid à 19, là il fait 19, j'ai froid ». Et qu'est-ce qui se passe quand on vient avec un thermomètre et qu'on mesure la température au milieu de la pièce et non pas à côté de la fenêtre? En fait, il faisait souvent beaucoup plus que 19. Quand je dis beaucoup plus, il ne faisait pas 30 degrés, on est bien d'accord, mais il faisait 20, il faisait 21, etc. Du coup, ce que je veux dire, c'est que c'est le fait qu'il y ait peu de mesures fait qu'il y a peu de données objectives sur ce sujet. Ça, c'est le premier point. Donc, le premier point, c'est qu'on ne sait pas à quelle température sont chauffés les bâtiments avant la rénovation. Et quand on arrive après la rénovation, potentiellement, on est exactement dans le même cas. On n'a toujours pas de données de à quelle température effective il fait dans les logements. Et par contre, il y a beaucoup de cas où il y a cet effet rebond, pas par volonté, mais parce que personne ne se pose la question de cette mesure. Ensuite, il y a des gens qui se posent cette question et qui vont faire des mesures. Donc, je vais prendre un cas classique. Dans le logement social, vous avez une résidence de 200 logements, vous mettez 4 sondes. Donc, vous avez 4 points de mesure.
sur 200 logements. C'est pas assez. Et ils peuvent être mal positionnés, ils peuvent être à un endroit où il y a tout un tas de causes de pilotage du chauffage qui font que c'est pas correctement mesuré. Et quand vous travaillez sur un immeuble, il faut qu'il y ait au moins 10% des logements qui aient une sonde pour que ce soit relativement fiable. Après, évidemment, tout dépend de l'architecture du bâtiment que vous considérez. Donc l'effet rebond, c'est un vrai sujet, et c'est pour ça qu'il y a énormément de rénovations, par exemple les rénovations BBC ambitieuses qui ont eu lieu jusqu'à aujourd'hui, puisque jusqu'à aujourd'hui, personne ne se posait vraiment cette question. On se rend compte qu'il y a très peu d'économies d'énergie, parce que personne n'est allé régler soit la courbe de chauffe, si c'est du chauffage collectif, soit n'a réglé correctement la chaudière. Exemple autre, vous faites rénover des logements individuels avec du gaz, comme monsieur. Il y a une entreprise qui vient changer toutes les chaudières parce que soit vous êtes une grosse copro, soit vous êtes dans un système de gestion collective. Et en fait, le plombier pose la chaudière, il s'en va. Donc il n'a pas forcément réglé la chaudière au regard de l'isolation de la nouvelle isolation du bâtiment. Donc, finalement, vous ne faites pas d'économie, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec beaucoup de projets de rénovation énergétique qui en fait consomment que 15% en moins, alors qu'ils devraient consommer 30% à 50% en moins. Et c'est le même problème dans les logements neufs. Si aujourd'hui vous achetez un logement neuf, vous vous retrouvez par exemple, cas typique, il fait hyper chaud dans la cage d'escalier. Pourquoi ? Parce que les tuyaux de chauffage ou d'eau chaude ne sont pas isolés. Donc crever de chaud dans la cage d'escalier, et l'été, il y a même des cas où les gens font des malaises en attendant l'ascenseur ou en sortant de chez eux. Donc il y a ça, c'est un vrai sujet, parce que finalement, il y a un certain nombre de cas où vous pourriez faire de grosses économies en vous posant juste la question quelle température il fait et comment je dois régler la machine, donc souvent la chaudière, qui fait le chauffage chez moi. En maison, c'est différent, parce qu'en maison, les gens s'approprient beaucoup plus leur logement, et il y a dans la majorité des cas, il y a quelqu'un qui s'est appuyé à peu près sur les boutons de la chaudière ou du radiateur, parce que je parle des chaudières, mais le convecteur électrique, c'est un peu la même chose. Faut toujours mettre en parallèle la mesure avec le réglage. Et actuellement, il y a très peu de marchés où on prend en compte ça, et notamment sur ce qui est rénovation du parc des collectivités, donc les collèges, les lycées, les mairies, etc., ou sur le logement collectif, peu importe que ce soit privé ou public. Généralement, votre prestataire maître d'œuvre, il s'en va quand les travaux sont finis. Donc personne ne suit la consommation après travaux. Et ça, c'est un vrai problème, mais peut-être que Théo a une solution. Alors, j'ai pas la solution, mais j'ai quand même une pointe d'optimisme. On a quand même une tendance au contrat de performance énergétique en ce moment, où justement celui qui vient faire les travaux après s'engage aussi sur la maintenance-exploitation et s'engage sur le résultat. Donc on externalise cette partie justement, réglage de la chaudière, etc. Et cette personne, cet exploitant a vraiment intérêt à ce que les objectifs, les engagements soient tenus, puisque s'ils ne sont pas tenus, c'est des pénalités, et si les résultats sont supérieurs aux objectifs, c'est des bonus. Donc oui, je vois plein de mains qui se lèvent. Je vous propose une dernière intervention avant qu'on ne doit céder la salle. Oui, juste, je suis client d'un chauffagiste. Je suis dans une collectivité, on consomme 10 gigawattheures par an de gaz. Certains vont nous faire passer au CPE, mais ils n'y arrivent pas parce que je leur réponds que notre contrat aujourd'hui avec l'exploitant est intéressé et que si le bâtiment consomme plus que la cible, c'est l'exploitant qui se fera la surconsommation. Donc, excusez-moi, il y a une solution et elle est répandue à ce problème. Cependant, effectivement, le commissioning, le fait, j'en ai parlé aujourd'hui, d'inclure l'exploitant dans le projet neuf de construction, ce serait tout à fait une très bonne idée. Merci. Nous allons clôturer là-dessus, mais néanmoins, je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui ont travaillé dur pour ça. Moi, je ne suis qu'un humble chef d'orchestre dans ce projet, mais vraiment félicitations à vous. Ce que vous avez fait, c'est super. Et merci à toi. Pour ceux qui ne sont pas shifters, j'espère que vous allez nous rejoindre. Pour ceux qui sont shifters, mais pas encore dans des cercles thématiques, j'espère que vous allez venir dans les cercles thématiques. Ce qu'on y fait, c'est génial. On apprend les uns des autres
On travaille ensemble. D'ailleurs, monsieur a quasiment fait ma conclusion, en fait. C'est que ce sont des gens qui ont des compétences diverses, qui peut-être ne se seraient jamais croisés. Et en fait, en travaillant ensemble, sont capables de proposer des trucs super. Donc voilà, soyez les bienvenus chez les shifters et dans les cercles thématiques.